Bonjour Berne. Bon, ça va faire 1 minute 30. Je veux commencer sans tarder parce que je sais que vous avez des choses à faire, moi aussi. Donc, essayez si possible parce que je pense que quand on partage la vidéo, ça empêche des blocages parce qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de signaler la plupart de mes vidéos, surtout quand ça parle du Rwanda. Donc, si possible, essayez de partager ce live ou de mettre des likes, comme on dit. Il paraît que ça empêche peut-être Facebook ou ça peut emmener Facebook à ne pas bloquer la vidéo, à cause en tout cas de certains signalements. Euh, je vais aller très très rapidement, je ne veux pas être long. Je fais cette vidéo pour répondre. En fait, cette vidéo est une réponse à une vidéo qui a été faite par notre compatriote du Cameroun, notre sœur Nathalie Ambe, sur les événements survenus au Rwanda et sur le rôle de la France. J'ai tenu à faire cette vidéo par souci de rectification, pas pour verser dans verser dans une polémique quelconque, hein. Ce n'est pas mon objectif. Je n'aime pas les polémiques inutiles de toute façon. Je vais juste essayer de clarifier certaines choses. J'ai reçu beaucoup de messages et des vidéos des, de nos amis du Rwanda, du Burundi, même du Congo et d'autres Africains qui m'ont envoyé la vidéo de Nathalie Yamb en disant, mais écoutez, monsieur Mbeko, regardez cette vidéo, regardez ce que dit Nathalie Yamb sur les événements survenus en Afrique des Grands Lacs. Et j'ai aussi, quand j'ai annoncé que j'allais faire un live pour répondre à cette vidéo, bon, c'est pas une réponse à Nathalie Yamb en réalité, c'est vraiment une vidéo de rectification. Il y a des gens qui m'ont aussi écrit en privé, qui ont dit non, mais Patrick, vous aurez dû l'appeler, discuter avec elle. Si elle ne comprend pas, essayez de lui expliquer. C'est vrai, mais je ne connais pas Nathalie personnellement, premièrement. Et deuxièmement, je pense que par souci aussi de mieux informer certains de nos compatriotes africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, ou même d'autres gens en Afrique centrale qui ne comprennent pas les enjeux, il était quand même essentiel de faire ce live. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce live, parce qu'il faut quand même recadrer, et clarifier certaines choses. Bonjour, maître Ingunda Ikala. Donc voilà. Dans son intervention, j'ai pris quand même la peine de noter hein, ce que Nathalie m'a dit. Dans son intervention, elle a commencé par expliquer que l'histoire du Rwanda, a expliqué que l'histoire, laissant entendre en tout cas que l'histoire du Rwanda a commencé en 1960 avec les programmes contre les Tutsis, suite à la révolution sociale des Hutus. Elle a expliqué que la France a soutenu Abiyarimana de manière indéfectible. Elle a présenté le régime Abiyarimana comme un régime génocidaire. La France a été, elle a dit, la France a été l'allié d'un régime qui était génocidaire. La France a encadré l'armée Hutu, qui elle-même a encadré la jeunesse du parti au pouvoir, appelé Interahamwe, que Nathalie a qualifié de milice de la mort. Elle a aussi affirmé que le Crédit Lyonnais avait prêté de l'argent pour l'achat des armes qui ont mené à l'anéantissement des Tutsis. Elle a expliqué que la radio des Mille Collines était le porte-voix des radicaux terroristes Hutu Power. Ce sont les expressions qu'elle a utilisées. Et puis elle a aussi écrit, elle a aussi affirmé que la France a co-constitué le gouvernement intérimaire qui a pris le pouvoir juste après la mort du président Abiyarimana. Nathalie Yamb a dit aussi que la France a évacué les responsables du génocide, a livré des armes aux génocidaires Hutus, que Paul Kagame a arrêté le génocide, a-t-elle laissé entendre. Un cauchemar, dit-elle, pour l'Élysée. L'opération turquoise qui a été lancée par la France à l'époque, c'était pour stopper le FPR, donc le Front patriotique rwandais, le parti de Kagame. Elle a aussi ajouté que ce n'était pas, elle a laissé entendre que ce n'était pas une mission humanitaire. Et puis, euh, et puis elle a dit une chose qui m'a beaucoup surpris, faire passer Kagame pour les victimes qui refusent de reconnaître le tort infligé aux autres. Donc pour Nathalie Yamb, Kagame et les gens de son pouvoir sont des victimes du génocide et elle ne comprend pas que les victimes du génocide au Rwanda ne puissent pas reconnaître les génocides, les victimes des crimes qui ont été commis au Congo et donc dont les responsables sont les mêmes, entre guillemets, victimes du génocide au Rwanda, donc selon elle. Et puis,
Elle a fini son intervention en disant que les pressions de l'opinion publique et des gouvernements des pays des Grands Lacs, en tout cas du Rwanda, a emmené la France à reconnaître ses responsabilités dans les événements. Bon, de 94. En gros, c'est ce que Nathalie Yamba dit. Et vous voyez, bon, c'est une vidéo qui a beaucoup circulé. Des gens ont salué Nathalie Yamba. Oui, c'est très bien, notre sœur, et tout ça. Je ne doute pas, je dois le dire là, je ne doute pas de la bonne foi de Nathalie Yamb. Je ne doute pas peut-être aussi de la nécessité de la lutte qu'elle mène, elle et puis d'autres personnes qui se disent, qui se décrivent comme panafricains. Je respecte cela et c'est une lutte, en tout cas, qu'il faut respecter. Mais s'agissant du dossier des Grands Lacs, je pense que notre sœur s'est trompée et je ne pense pas que qu'on devrait s'essayer à ce genre de sujet quand on n'a pas la maîtrise. Quand on n'en a pas la maîtrise. Et c'est un peu là où j'éprouve un certain malaise. Je veux prendre point par point, hein, tous les points par souci de clarification pour les gens qui ne comprennent pas ce dossier-là. Je veux répondre, je veux essayer de clarifier en fonction de toutes les affirmations qui ont été faites. Quand j'ai regardé la vidéo de notre sœur Natalia, j'ai cru comprendre qu'elle lisait en fait, que c'est un dossier qu'elle ne connaît pas parce que quand on écoute tout ce qu'elle a dit, on voit qu'elle s'est beaucoup plus apaisantie sur Wikipédia ou des choses qu'on ramasse sur Internet, mais Nathalie Yamb ne connaît pas le dossier des Grands Lacs, elle n'a aucune maîtrise même des éléments élémentaires sur l'histoire du Rwanda, et je pense que c'est très grave. Bien que je reconnaisse que ce n'est pas fait de mauvaise foi, c'est quand même très grave et ça désoriente beaucoup d'Africains. Beaucoup de jeunes Africains qui suivent Nathalie Yamb ou toutes les personnes qui s'aventurent sur ce terrain-là sans nécessairement avoir la maîtrise du dossier. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'histoire du Rwanda ne commence pas en 1960 avec les pogroms contre les Tutsis, comme la descendante de Nathalie Yamb. L'histoire du Rwanda, le Rwanda est une histoire ancienne, même avant l'arrivée des premiers colons. Il faut savoir que avant la révolution sociale des Hutus en 59, le Rwanda était une monarchie qui était dominée par la minorité Tutsi, une minorité qui considérait la majorité Hutu comme des citoyens de seconde zone. C'était comme ça que les Hutus étaient traités. Et quand les Belges sont arrivés, on dit souvent que les Belges ont instauré au Rwanda cette différenciation et tout ça entre Hutu et Tutsi. Non. Les Belges ont trouvé un système de caste qui existait déjà dans la société rwandaise et qu'ils ont instrumentalisé pour des raisons politiques de l'époque. Et en 59, les Hutus qui étaient sous le joug de la domination Tutsi ont décidé de mettre fin à cette situation de souffrance. Et c'est à ce moment-là qu'on a assisté à ce qu'on a appelé la révolution sociale Hutu, qui a mené à des programmes contre les Tutsis. Des milliers d'entre eux sont allés en exil dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, au Zaïre, en Tanzanie et ailleurs. C'est ce qui s'est passé. C'est la première chose qu'il faut déjà faire comprendre à ceux qui pensent que l'histoire du Rwanda a commencé avec le programme contre les Tutsis en 1959 et 60. Maintenant, s'agissant du rôle de la France qu'on a beaucoup abordé, même du caractère prétendument génocidaire du gouvernement Abiyarimana, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que sous Abiyarimana, le président Abiyarimana a pris le pouvoir en 73. De 73 à 90, donc quand je dis 90, c'était le moment où le FPR, donc Kagame, a lancé la guerre contre le Rwanda. Mais entre 73 et 90, il n'y a jamais eu un seul programme contre les Tutsis sur Abiyarimana. Abiyarimana, on le sait, protégeait beaucoup les Tutsis et beaucoup d'hommes d'affaires au Rwanda à l'époque, les plus riches du pays, c'était les Tutsis, qui étaient proches du régime Abiyarimana. Et donc, il y a eu une forme d'harmonie, oui, il y avait des discriminations, une forme de discrimination, mais les Tutsis vivaient bien sous le gouvernement Abiyarimana. Et c'est juste avec la guerre du FPR, donc du Front Patriotique Rwandais de Kagame, le 1er octobre 90, que les choses ont évolué négativement. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une méfiance entre les Rwandais, entre Tutsi et Hutu, et Kagame a instrumentalisé le fait ethnique pour asseoir sa conquête du pouvoir et son pouvoir aujourd'hui. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, quand on qualifie, quand Nathalie Yamb ou d'autres personnes africaines qui n'ont pas la maîtrise de l'histoire des Grands Lacs se permettent de qualifier le président Abiyarimana d'un président génocidaire, c'est qu'ils ne comprennent rien à l'histoire du Rwanda. Et Kagame fait partie des enfants qui ont quitté le Rwanda en 59 pendant la révolution sociale. Donc la guerre de 90,
c'était une guerre de reconquête du pouvoir. Parce que les enfants de ceux qui ont été chassés en 59 sont revenus pour prendre le pouvoir par la force des armes. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est seulement à ce moment-là, donc quand la Kagame a lancé sa guerre, que la France a décidé d'intervenir. Et pas seulement, parce qu'il y avait le Zaïre aussi qui est intervenu, et la Belgique brièvement. Mais la France est intervenue non pas pour soutenir Habyarimana, mais pour empêcher une déstabilisation totale de la région des Grands Lacs. On peut tout reprocher à la France dans l'affaire des Grands Lacs, mais on ne peut pas le reprocher, en tout cas, d'être intervenu. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la France a exercé beaucoup de pression sur le président Habyarimana pour l'emmener à partager le pouvoir avec les rebelles Tutsis et l'opposition politique. Donc, c'est la signature des fameux accords d'Arusha. Donc, les accords d'Arusha ont été signés sous les auspices de plusieurs pays occidentaux, dont la France. Et la France est l'un des pays qui a exercé le plus de pression sur le régime qui était en place, le régime Hutu, pour l'emmener à partager le pouvoir avec une rébellion Tutsi qui ne représentait pas la majorité. Parce qu'il faut-il le dire, au Rwanda, les Tutsis, c'est 14% de la population, les Hutus, c'est 85%, et le 1%, ce sont les Twa, donc la minorité Twa. Donc, ce portrait socio-historique vous permet déjà de comprendre, socio-historique et politique vous permet de comprendre la configuration dans laquelle se trouve le Rwanda à partir des années 90. Donc, quand Nathalie Yam s'avance à dire que la France a soutenu de manière indéfectible un régime au Rwanda, c'est qu'elle ne fait que reprendre la propagande qui est souvent avancée et des propos qu'on retrouve sur Wikipédia, alors que Wikipédia n'est pas une source scientifique sérieuse d'informations sur des sujets importants. Oui, on trouve de l'information intéressante, mais ce n'est pas une source scientifique, en tout cas pour des gens qui font un travail de recherche poussé. Autre chose, c'est que Nathalie Yamba a affirmé, c'est que la France a armé ce régime Hutu, qui a armé l'armée Hutu qui a elle-même encadré la jeunesse du parti au pouvoir, qu'on appelait les Interamwe, que Nathalie Yamba qualifiait de milice de la mort. Il y a une chose que je veux dire à Madame Nathalie Yamba et à tous ceux qui me suivent, et en tout cas tous ceux qui l'ont suivi, c'est que les Interamwe, les milices Hutu, la milice Hutu, c'était une milice qui appartenait au MRND, le parti au pouvoir, et tous les partis au Rwanda avaient des groupes de jeunesse. C'était un groupe de jeunesse. Elle s'est radicalisée avec la poursuite de la guerre qui avait été menée par la rébellion Tutsi dirigée par Kagame, une rébellion qui assassinait les opposants politiques, qui empoisonnait de l'eau, qui avait créé un climat de tension et de déstabilisation profonde du pays, emmenant les populations à se regarder en chien de faïence. Donc d'un côté les Hutus qui étaient déstabilisés et de l'autre côté les Tutsis qui étaient perçus comme des alliés du FPR, alors que tous les Tutsis du Rwanda n'ont jamais été des alliés du FPR. Donc le FPR de Kagame n'a jamais été représentatif de tous les Tutsis. Je dois rappeler ici que quand la guerre a commencé au Rwanda, des intellectuels Tutsis ont écrit une lettre ouverte pour dire qu'ils soutenaient le président Habyarimana parce qu'ils avaient compris que la guerre que Kagame avait ramenée en 90 allait mener à des massacres contre des Tutsis et déstabiliser toute la région des Grands Lacs. Donc c'est ça un peu la configuration. Et les Interamwe, c'est une jeunesse du parti au pouvoir qui s'est radicalisée avec le temps, avec la poursuite de la guerre. Et il faut rappeler encore une fois, les Interamwe, le président des Interamwe n'était pas un Hutu, c'était un Tutsi, Robert Kajuga. Plusieurs responsables des Interamwe étaient des Tutsis. Donc, quand on s'avance sur un tel terrain, quand on ne fait pas de recherche, il faut avoir la modestie de travailler sur un dossier, faire une recherche approfondie avant de se prononcer sur celui-ci. Quand on s'avance, comme l'a fait notre compatriote Madame Yam, c'est qu'elle ne rend pas service ni à elle-même, ni à tous ces Africains qui la suivent. Parce qu'on ne peut pas aider les Africains à s'émanciper de systèmes qu'elle dénonce en entretenant leur ignorance. Ce n'est pas bon. Cette histoire, par exemple, du Crédit Lyonnais, elle a parlé du Crédit Lyonnais qui aurait financé l'achat des armes. Ça aussi, ce sont des inepties. Je passe rapidement. La radio de Mille Collines. Vous avez entendu souvent parler de la radio de Mille Collines, la radio qui avait mobilisé, qui appelait au génocide des Tutsis. Il faut regarder, il faut examiner les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, parce qu'on a jugé des gens là-bas, y compris des gens qui dirigeaient la radio de Mille Collines. Et il a été établi aujourd'hui que cette radio n'avait pas été créée pour mobiliser les gens pour massacrer les Tutsis.
les travaux, les décisions du TPIR, donc le Tribunal pénal international pour le Rwanda, sont là pour l'attester. Et moi, je conseillerais à Nathalie Yamba, à tous ces Africains qui veulent comprendre ce qui se passe en Afrique des Grands Lacs, de lire les gens qui ont travaillé sur ce dossier. Charles Onana, qui est d'ailleurs notre compatriote du Cameroun, qui est aussi un compatriote de Nathalie Yamba, a écrit, ça fait 20 ans que Charles Onana travaille sur le dossier des Grands Lacs. Moi, ça fait près de 10 ans que je travaille sur le dossier. Il y a d'autres personnes, Pierre Payan, il y a d'autres chercheurs. Il faut lire leurs travaux, conseiller aux étudiants, aux jeunes Africains de lire les travaux qui ont été faits sur la région des Grands Lacs pour qu'ils se fassent leurs propres opinions, parce que nous ne sommes pas là pour leur imposer notre vérité, mais c'est de leur permettre d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Donc voilà. Et puis, maintenant, quant au rôle de la France, parce que là, c'est beaucoup plus, on raconte beaucoup de choses là. J'ai déjà dit que la France avait soutenu le président Abiyarimana de manière très molle, bien, et elle a même poussé Abiyarimana à partager le pouvoir avec l'armée de Kagame. C'est la France, d'une certaine manière, qui a affaibli le pouvoir du président Abiyarimana. Parce que si la France était rangée véritablement aux côtés du président Abiyarimana, comme les Américains et les Britanniques l'ont fait aux côtés du FPR, parce que Kagame n'était pas seul, il était soutenu par des puissances anglo-saxonnes. Si la France l'avait fait de la même manière, je ne pense peut-être pas que Kagame aurait pris le pouvoir aujourd'hui. Donc il faut en même temps aussi garder à l'esprit que ce qui se passe dans la région des Grands Lacs dans les années 90, ce n'est pas seulement une guerre entre deux groupes d'Africains, deux ethnies africaines, c'est une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale, parce que vous avez à l'époque, nous sommes à la fin de la guerre froide, vous avez à l'époque les États-Unis, comme je l'ai dit tantôt, et la Grande-Bretagne derrière Kagame, et la France qui essaye de trouver une issue à la démocratisation du Rwanda et même des pays de la région après le discours de la boule. Donc il faut garder à l'esprit cet aspect des choses pour comprendre ce qui s'est passé par la suite et ce que l'on peut observer aujourd'hui. Alors pour comprendre cette configuration, il y a 3 citations que je vais vous lire là pour être plus fidèle aux propos qui ont été tenus. Les premiers à tenir des propos ouvertement hostiles à la France dans la région des Grands Lacs à l'époque, ce sont les Américains. À Dakar, lors du sommet afro-africain de Dakar, le secrétaire au commerce, donc Dan Brown, dira ceci. Les Américains vont tenir la draguée haute aux partenaires traditionnels de l'Afrique, à commencer par la France. Nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. Ça, c'était très clair. Ça, Dan Brown le dit à Dakar, au sommet afro-américain de Dakar. Les intentions américaines sont claires. Quelques temps après, son compatriote, après juste son assermentation, le secrétaire d'État Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, dira, lors de sa tournée africaine, le temps est fini où l'Afrique pouvait être divisée en sphères d'influence, où des puissances extérieures pouvaient considérer des groupes entiers des pays comme leur domaine réservé. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin du soutien de tous ses amis et pas du patronage exclusif de quelques-uns. Le message était clair. Toutes ces déclarations-là, à peine voilées, lancées par les États-Unis contre la France, auront comme champ de bataille le Zaïre de Mobutu et le Rwanda de Abiyarimana. Donc en fait, c'est le Zaïre qui va être visé, mais c'est le Rwanda qui va servir de pont d'entrée pour l'application d'une redynamisation des alliances géopolitiques en Afrique centrale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est dans cette optique qu'il faut comprendre le rôle de Kagame comme sous-traitant d'une mondialisation anglo-saxonne pilotée en Afrique. Et c'est dans cette optique aussi qu'il faut comprendre toutes les attaques contre la France par le Rwanda. Parce que j'entends beaucoup d'Africains, Nathalie, beaucoup de gens qui ont pensé que Kagame, c'est celui qui tient tête à la France. Non, Kagame était un élément d'un dispositif mis en place par les anglo-saxons pour chasser la France de la région des Grands Lacs. C'est comme ça qu'il faut interpréter les événements auxquels on a assisté en 1994, de 90 à 94, et même encore aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Donc, quand Nathalie Yamb s'avance sur ce terrain, elle devrait quand même faire ses devoirs, elle devrait se documenter, je pense. C'est vraiment essentiel de le faire parce que tant que les Africains ne comprendront pas tous ces enjeux géopolitiques qui se déroulent sur leur continent, ils resteront les dindons de la farce. Et ça, il faut que ça soit clair pour les gens. Nathalie Yamb a affirmé que la France a évacué les responsables du génocide et a livré des armes aux génocidaires. Faux. La France a évacué seulement des opposants rwandais au président Abiyarimana. Et puis le gouvernement intérimaire qu'on accuse d'avoir commis le génocide au Rwanda,
d'avoir préparé le génocide. Il faut savoir une chose. Le gouvernement intérimaire rwandais a été mis en place 3 jours après le début du génocide. 3 jours après le début du génocide. Donc, le premier ministre à l'époque, Jacques Abanda, n'avait jamais travaillé avec le président Habyarimana. Il a pris le pouvoir alors que le génocide était déjà en cours. Et quand on parle du génocide, il faut beaucoup nuancer parce que dans cette guerre, les Hutus ont massacré les Tutsis, les Hutus ont massacré les Hutus, les Tutsis ont massacré les Hutus, les Tutsis ont massacré les Tutsis. C'était une guerre pour la conquête ou la préservation du pouvoir. Ce n'était pas une guerre ethnique où une ethnie a voulu exterminer une autre, non. Et les travaux du tribunal pénal international nous permettent de comprendre. Les recherches sur les Grands Lacs aujourd'hui nous permettent de comprendre tout ça. Donc c'est vraiment essentiel et j'exhorte beaucoup de nos compatriotes africains de lire, de se documenter. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Charles Onana a beaucoup travaillé sur ce dossier. J'ai travaillé sur ce dossier. D'autres personnes aussi ont travaillé sur ce dossier. Donc il y a une littérature assez abondante sur le dossier des Grands Lacs et qu'on peut examiner froidement et se faire sa propre opinion. Parce que moi, je ne peux pas, moi, vous dire que j'ai la vérité absolue, la science infuse. Je peux simplement vous donner des éléments et vous emmener vous-même à vous faire votre propre religion après avoir mené des recherches à votre niveau. Même si on est militant, même si on est engagé dans une forme de militantisme contre la France, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, parce qu'il en va aussi de la crédibilité de l'Afrique et des Africains. Quand nous tenons des propos qui ne reposent sur rien, qui ne reposent pas sur des éléments attestés, nous devenons les alliés objectifs de ceux-là même que nous prétendons combattre. Parce qu'il faut garder à l'esprit une chose. L'ignorance engendre des révoltes, c'est la connaissance qui engendre des révolutions. Si vous voulez aider, si l'on veut aider l'Afrique, il faut le faire avec la plus grande rigueur. Il y a tout un débat aujourd'hui sur le rôle de la France en Afrique qui, de mon point de vue, est essentiel, mais maltraité, c'est-à-dire mal abordé. La France, aujourd'hui, reste un élément, un acteur important en Afrique, mais elle n'a plus la place qu'elle occupait. Et pourquoi? Parce qu'à partir des Grands Lacs, on peut comprendre comment la France va perdre de son influence sur le continent africain. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance des événements qui ont commencé avec la guerre lancée par Kagame le 1er octobre 1990 au Rwanda. Cette guerre a été le début d'une nouvelle ère géopolitique, non seulement en Afrique des Grands Lacs, mais dans plusieurs zones d'influence française où les Américains se sont invités, où par la suite on a vu les Chinois, débarquer. On voit aujourd'hui la Turquie, on voit aujourd'hui la Russie. Et si on ne comprend pas tous ces enjeux-là, si on reste dans l'émotion, si on reste dans ce que j'appelle un France, comment on appelle ça, un France bashing permanent, sans soutenir, sans avoir une compréhension suffisante des enjeux, on restera le dindon de la farce. Et donc moi j'exhorte ma sœur Nathalie Ambe et tous ces Africains qui s'aventurent sur le terrain de la connaissance sur la question du Grand Lac, de se documenter. C'est vraiment important de se documenter et de comprendre le rôle des uns et des autres dans cette Afrique qui est aujourd'hui tant convoitée. Si on ne fait pas cet exercice-là, je ne pense pas que l'Afrique s'en sortira. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique francophone subsaharienne est malade de l'ignorance de ses enfants. Elle est malade de l'absence de clairvoyance de la part des dirigeants de cette partie de l'Afrique. C'est aussi ça notre réalité. Alors que d'être dans des combats spectacles, que d'être dans des vociférations qui ont leur place, qui sont essentielles, il faut ajouter à tout cela aussi une certaine rigueur de travail, il faut de la recherche. Vous ne pouvez pas construire la puissance sur l'autel de l'ignorance. La puissance se construit sur l'autel de la connaissance qui elle-même repose sur de la recherche poussée. Cheikh Anta Diop, que je considère comme mon maître à penser, disait que l'Afrique devait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à sa propre investigation intellectuelle. Mais pour y arriver, il faut être rigoureux parce que Cheikh Anta Diop était quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Il a mené ses travaux à une période où il n'était pas évident de faire des recherches poussées, surtout quand on était noir, considéré comme un nègre, mais il l'a fait et aujourd'hui ses travaux traversent l'espace et le temps. Et sur le plan politique et géopolitique,
Les Africains doivent élever le niveau de débat parce que quand on regarde tout ce qui se fait en Afrique francophone aujourd'hui, surtout dans les milieux militants, force est de constater que le niveau n'est pas encore haut, le niveau est encore bas. On est beaucoup plus dans des vociférations, pardon, on est beaucoup plus dans du ressentiment, ressentiment qui ont leur place, qui peut se comprendre, mais il faut aller au-delà de tout ça. Et quand on aborde un sujet comme celui des Grands Lacs, il faut beaucoup de modestie quand on ne comprend rien. Wikipédia n'est pas une source d'information essentielle pour quelqu'un qui veut comprendre des problématiques, des enjeux complexes. C'est le conseil que je peux donner à beaucoup d'Africains et à commencer par ma soeur Nathalie Ambe. Il faut que les gens comprennent, et vous voyez, je n'utilise pas un ton belliqueux parce que contrairement au ton que j'avais adopté à l'égard d'Afrique Média à l'époque, qui avait désinformé sur la RDC pendant les élections, je pense qu'ici, j'ai une posture de discussion et d'échange pour emmener les uns et les autres à réfléchir sur ces problématiques, pas seulement en Afrique des Grands Lacs, mais partout, même aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, où la France est déployée, où il y a d'autres puissances présentes aussi. On a une situation qui est très volatile au Mali. On a nos compatriotes du Burkina Faso qui ont été massacrés par des fous furieux sortis d'on ne sait où. Plus de 100 morts. Et en tout cas, je partage la souffrance et la peine de nos compatriotes du Burkina Faso. Mais tous ces enjeux-là méritent d'être traités froidement, avec la plus grande rigueur, parce qu'il en va du sérieux. Il en va même de l'avenir de l'Afrique. Et comme je l'ai dit, on ne construit pas la puissance sur l'autel de l'ignorance, c'est impossible. Les réseaux sociaux, c'est bien. On peut faire des likes, on peut aller chercher des likes de soutien, mais ça ne profitera à l'Afrique que si nous avons des gens, au niveau de l'Afrique, nous comprenons les enjeux auxquels nos pays respectifs sont confrontés. Sans ça, on n'ira nulle part. C'est vraiment le message que je voulais partager avec vous très rapidement. Et pour dire aussi, je ne suis pas, hein, pour ceux, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais il défend la France. Je ne suis pas là pour défendre la France. Je ne suis pas payé pour ça, en passant. Mais je crois qu'il faut être très objectif quand on aborde certaines questions. Cette histoire de France-Afrique est devenue pour moi, en tout cas de mon point de vue, un fonds de commerce pour beaucoup de gens. Et je trouve que ça n'aide pas l'Afrique. S'il faut critiquer la France, il faut la critiquer sur des faits, en ne perdant pas de vue que la France n'est pas la seule puissance en Afrique qui a des yeux rivés sur les ressources africaines. La Chine, la Russie, les États-Unis, toutes ces puissances-là sont là et elles ont d'ailleurs de toute façon relégué la France au second rang, puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Mali, pour se déployer au Mali, la France avait besoin des États-Unis et du Canada. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qu'il faut comprendre. Et la France d'aujourd'hui, la France de Macron, de M. Macron, depuis l'époque Sarkozy, c'est une France qui carbure dans une forme dans un paradigme qui n'est pas celui de la France de Focard, de Mitterrand. Ça n'a rien à voir. C'est deux Frances différentes. Quand vous voyez Macron aller faire de courbettes au Rwanda, Nathalie m'a dit que c'est parce que parce que les populations, les dirigeants du pays ont fait pression. Non, Macron est allé là-bas par opportunisme politique pour des raisons géoéconomiques, parce que Macron sait que Kagame, qui est le gendarme, qui a été pendant longtemps le gendarme des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des Anglo-Saxons dans la région, peut lui permettre d'avoir accès aux ressources naturelles du Congo que le Rwanda pille depuis 1998. Voilà la réalité des faits. Macron a craché sur même l'histoire de son propre pays. On peut reprocher à la France son rôle en Libye. J'ai écrit un livre là-dessus. On peut reprocher la France d'avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire. Charles Nana et d'autres personnes ont écrit là-dessus. On ne peut pas reprocher à la France d'être intervenue dans l'Afrique centrale dans les années 94. C'est le seul pays qui a empêché une déstabilisation totale. Et on a vu, avec le recul de la France à ce moment-là, cette déstabilisation-là s'installait avec Kagame dans le rôle de Robin des Bois, des réalisateurs anglo-américains et israéliens. Donc il faut garder à l'esprit toujours ces enjeux-là pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Kagame s'est rapproché de la France parce qu'il il est de plus en plus lâché par ses parrains traditionnels américains et britanniques. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous mettre le doigt dans l'œil. C'est Kagame, contrairement à ce que beaucoup de panafricains pensent, c'est Kagame qui est en train de relancer une nouvelle dynamique france-africaine sur le continent. Parce qu'au moment où on se parle, dans plusieurs pays, on voit, en Centrafrique un peu partout, la France perd la main.
Et étrangement, c'est à ce moment-là que Kagame se rapproche de la France et de fait copain-copain avec Macron. Et je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, qui avait enclenché cette mécanique de rapprochement avec Kagame, a passé ses vacances au Rwanda il n'y a pas très longtemps. Et c'est Sarkozy sûrement qui a conseillé à Macron de continuer sur cette lancée-là. Donc il faut comprendre ces enjeux-là pour ne pas se faire avoir et que l'Afrique francophone subsaharienne devrait asseoir ses intérêts en fonction de sa perception de ses propres intérêts. Il faut éviter le débat sur on ne veut plus de la France, on ne veut plus de ceci. Non. Sur le plan politique et géopolitique, il faut être pragmatique. Mes intérêts avant tout et les intérêts de mon peuple. Pour cela, je coopère en fonction, je négocie en fonction de cela. Mais si nous avons des États où des chefs d'État ont leurs propres armées, où l'armée nationale est une armée du chef, où les services de renseignement travaillent pour le chef, où rien n'est structuré, mais quand vous allez être déstabiliser, vous allez faire appel à des pays comme la France. Et la France ne va pas débarquer au Mali pour le beau yeux des Maliens ou des Burkinabés ou des Africains pour dire la France a des intérêts à préserver. Il est normal qu'elle préserve ces intérêts-là tant et si longtemps que les Africains, eux, ne comprendront pas où se situent leurs intérêts. C'est comme ça qu'il faut aborder ces questions-là, en lieu et place d'être dans l'émotion et surtout d'entretenir l'ignorance de tous ces jeunes gens africains, de tous ces Africains, ces jeunes Africains qui veulent comprendre ce qui se passe chez eux et qui veulent quand même que les ressources de leur pays puissent leur profiter avant tout, avant de profiter à des intérêts étrangers. Donc j'espère avoir été très limpide, j'espère n'avoir pas été long. Je vous remercie pour votre attention et je vais essayer de prendre rapidement des questions avant que l'on se quitte. Euh, J'aurais bien aimé la voir t'affronter sur ce sujet sur un plateau de télé. Ben, je ne pense pas que l'important n'est pas de s'affronter. L'important, c'est de faire avancer l'état des connaissances. Hein. On peut en débattre, ça ne me dérange pas. Mais moi, en tout cas, ce qui me gêne un peu, c'est de voir beaucoup de gens utiliser les réseaux sociaux pour entretenir non seulement leur propre ignorance, mais l'ignorance des autres Africains qui en font en eux. Et ça, je trouve ça pervers et ça ne peut pas aider l'Afrique, ce genre de façon de faire. Euh, 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 Merci beaucoup, au plaisir. C'est que Louise Ouachou, ce qu'a fait Nathalie Homme s'appelle de la paresse intellectuelle. Oui, bon, bah, je pense que cette vidéo pourra l'aider. Je ne dis pas que je détiens la science infuse, mais j'espère que ma sœur Nathalie Homme, je suis ouvert à la discussion. C'est une sœur, on peut en discuter en privé. Mais cette mise au point était essentielle parce que c'est très dangereux, comme l'a dit Diane Gassena, d'induire des Africains en erreur sur plus. Et ce n'est pas le seul sujet. Il y a beaucoup de sujets que nous voyons des gens aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Bon, on se tait parce qu'on se dit, bon, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut quand même aussi rectifier certaines choses euh, parce que c'est l'Afrique qui en sortira gagnante. C'est ça qui est important. Du choc des idées jaillit la lumière, comme on dit. Donc, et moi, je suis, vous savez, je fais parfois de live parce qu'on me pousse, mais je suis très mal à l'aise même à faire cet exercice-là. J'espère simplement que notre sœur va comprendre. Je ne suis pas dans une logique de polémique ou de controverse, c'est vraiment dans une logique constructive, quoi. Euh, euh, bon, je pense que oui, l'exigence de la rigueur, oui. Pour moi, c'est important, l'exigence de la rigueur, surtout en Afrique subsaharienne francophone. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique anglophone, c'est quand même très différent. C'est très, très différent. En Afrique subsaharienne francophone, on aime beaucoup le combat spectacle. On aime beaucoup. Les gens préfèrent faire du spectacle qu'être dans le fond. Et quand on fait ça, vous savez, il y a des gens qui vous observent, des intérêts étrangers qui vous observent et qui rient, qui sourient. Parce qu'au moment où les jeunesses à travers le monde, dans des pays en tout cas importants, on prépare la jeunesse à assumer des responsabilités demain, à comprendre des enjeux, en Afrique, où des enjeux sont importants, mais les gens préfèrent le combat spectacle, on préfère les approximations. Moi, je ne suis pas un partisan des approximations. Quand je ne connais pas un sujet, je ne l'aborde pas. C'est aussi simple que ça. Je vais me documenter. Je connais le franc CFA, je connais le sujet du franc CFA, mais je ne suis pas un spécialiste du franc CFA, donc je ne peux pas, moi, aujourd'hui, m'essayer
à ce sujet-là parce que je veux me perdre, je le dis honnêtement. Et pourtant, je connais le sujet, je connais les règles de base. Mais par rigueur intellectuelle, je ne m'avance que sur des sujets que je connais. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la région des Grands Lacs. Je peux en parler. Je pense avoir une certaine légitimité pour en parler. J'ai des travaux qui sont repris ailleurs, y compris dans des travaux académiques. Je pense que je peux quand même en parler. Je le dis modestement avec beaucoup d'humilité parce que, bon, nul n'a la science infuse. Nous essayons d'apporter le peu que nous savons, le peu que nous avons compris de ces enjeux-là. Euh, les plans de la sexualité, les plans d'explication. Euh, je pense que, euh, en tout cas, j'ai vu vos commentaires. Merci beaucoup, c'est très gentil pour votre soutien. Comment expliquez-vous le rapprochement de Paul Kagame avec Touadéra alors que ce dernier est combattu par la France? C'est une très bonne question. Il y a une chose qu'il faut dire, hein. Je veux revenir sur la question du prof Lumumba. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Touadéra a trouvé les Rwandais. Les Rwandais ont profité de la faiblesse, de la fragilisation du pouvoir centrafricain pour s'inviter dans ce pays-là. Et à l'époque, le Rwandais assurait la sécurité de Mme Samba, qui était la présidente à l'époque. C'était un des agents des services de renseignement rwandais, des agents des services de renseignement rwandais qui étaient autour d'elle. Et donc, Touadéra a continué sur cette lancée. Et c'est là où les enjeux géopolitiques exigent une certaine distance, le sens de la nuance et de la complexité. Le fait que la France se soit rapprochée de Kagame n'empêche pas Kagame de traiter avec Touadéra qui traite avec les Russes. Et c'est là où vous comprenez l'importance d'agir en fonction de ses intérêts. Touadéra agit en fonction des intérêts de son pays, tout comme Kagame. Le rapprochement avec la France rencontre d'abord les intérêts de Kagame, qui sait qu'il a été de plus en plus lâché par les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qu'il était essentiel pour lui de se rapprocher de la France et de se servir de la France comme marchepied pour neutraliser aussi le dossier judiciaire, parce que c'est en France où il y a un dossier judiciaire sur l'attentat du 6 avril. Considéré comme l'élément déclencheur du génocide, cet attentat a été commis par Kagame. Kagame a abattu deux chefs d'État africains, donc le président du Rwanda, Cyprien Ntaryamira, et le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira. Il a participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, donc c'est un voyou qui a perpétré beaucoup de crimes en Afrique des Grands Lacs et qui se rapproche aujourd'hui de la France pour trouver une sorte de parapluie protecteur après ces distances qui s'observent avec ses partenaires traditionnels que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est une question d'intérêt et je pense que les uns et les autres se positionnent en fonction de cela. Maintenant, oui, le professeur Lumumba soutient Kagame. Vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent Kagame parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des Grands Lacs. Il y a beaucoup, même des universitaires, qui ne connaissent rien de l'histoire des Grands Lacs. Déjà, dans ce dossier-là, quand vous lisez la littérature et qu'on voit tout le débat qui existe, surtout en France, sur cette affaire, vous vous rendez compte du problème. Figurez-vous, vous avez tous vu un universitaire français qui s'appelle Vincent Duclercq sortir un rapport sur la responsabilité de la France dans le génocide. 1000 pages. Moi, j'ai lu les 1000 pages. Parce qu'on ne travaille pas sur un tel dossier on ne répond pas à de tels documents sans les avoir lus. Donc, moi, je les ai lus. Donc, quand on lit le rapport, quand on écoute ce qui se dit dans les médias, il y a une distance impossible. Quand on lit ce que dit Duclercq lui-même dans ses conclusions, il y a un problème. Mais le rapport sur le génocide a été mis en place justement pour permettre ce rapprochement entre le Rwanda et la France. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport-là. Donc vous voyez comment sur le terrain universitaire, on peut manipuler les esprits. On dit que la France a été responsable du génocide au Rwanda, on n'est pas capable de dire comment. On dit que la France a été responsable du génocide apporte une lourde responsabilité dans le génocide tout en disant qu'elle n'est pas complice. Comment expliquer ça? C'est ce qui arrive quand on politise des débats qui exigent une certaine rigueur. Je tiens à rappeler que Vincent Duclercq et les gens qui ont produit ce rapport-là ne sont pas des spécialistes du Rwanda, ils ne savent rien de l'Afrique. Le monsieur est un spécialiste de l'affaire Dreyfus. Donc c'est comme si on appelle un spécialiste de la Mongolie pour faire un rapport sur la Côte d'Ivoire, alors qu'il ne sait même pas où se trouve la Côte d'Ivoire sur la carte. Donc tout ça n'est pas sérieux. Voilà pourquoi nous vous exhortons, nous demandons aux gens de se documenter, de beaucoup se documenter, d'aller regarder les travaux qui ont été faits sur le sujet.
Et donc, quand vous avez des gens comme le professeur Lumumba, les gens comme le professeur Lumumba sont des gens qui ont été endoctrinés par la propagande du Rwanda. Parce que le Rwanda a déployé des moyens extrêmement importants pour endoctriner le monde entier. Pendant des années, j'expliquais aux gens que le Rwanda n'était pas un pays prospère, c'était un pays pauvre. Les gens disaient, mais tu le dis parce que tu es congolais d'origine, parce que tu es contre Kagame. Mais il y a 2, 3 ans, on a découvert, grâce aux données qui ont été publiées par le Financial Times, que le Rwanda falsifiait les chiffres avec l'aide de la Banque mondiale, avec l'aide des institutions financières internationales. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions financières internationales qui ont soutenu le Rwanda pendant que le Rwanda pillait les ressources du Congo. La Banque mondiale a fermé les yeux au point qu'un responsable, un fonctionnaire de la Banque mondiale a dit le silence de la banque à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda, alors que ces pays pillent le Congo, finira par un jour se retourner contre l'institution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les rapports des Nations Unies. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du dossier rwandais sans le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont été endoctrinés par la propagande du FPR. Vous savez, en 98, Kagame a dit une phrase, un journaliste britannique, quand on lui a demandé comment tes crimes dans la région ne sont pas connus. Il avait dit, nous avons mené la guerre de la communication mieux que quiconque. Nous avons trouvé une nouvelle façon de faire les choses. En matière de communication, il faut reconnaître que Kagame est redoutable. Il dépense beaucoup d'argent pour maintenir la doxa officielle du génocide et des réalités qui sont fausses. Et l'un des magazines, d'ailleurs, qui est très pro-FPR et qui reçoit des fonds rwandais, c'est Jeune Afrique. Regardez les reportages de Jeune Afrique sur le Rwanda, ils sont toujours complaisants. Et quand il y a une polémique, une controverse sur le Rwanda, vous allez voir une interview ou des articles dans Jeune Afrique. Et ça, c'est juste un journal, un magazine parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup. Nous qui travaillons sur le dossier, nous les connaissons et nous savons qui est qui dans ce dossier. Nous savons ceux qui sont rigoureux et sérieux et ceux qui s'essayent. Nous savons aussi qu'il y a des gens, pour des raisons de carrière, ne diront jamais la vérité sur ce drame-là. Mais nous, de notre côté, nous continuons à faire notre travail de manière la plus honnête qui soit. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec qui que ce soit. Donc, je peux parler du Rwanda avec facilité. Je peux parler du Rwanda sans crainte de quoi que ce soit. Je n'ai pas d'intérêt qui sont engagés par rapport à certains universitaires, surtout en France et en Belgique. Ça aussi, c'est un autre enjeu qu'il faut comprendre. Mais pour les Africains, je regrette parce qu'en Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens ne connaissent rien à l'histoire des Grands Lacs et pensent que Kagame est un héros, alors qu'il s'agit tout simplement de quelqu'un qui est à la solde des États-Unis. Je vais vous lire un truc là que j'ai mis dans mon livre et vous allez voir, c'est important. Euh, il y a un responsable américain qui a dit en 98 ceci. Il était nécessaire d'établir un régime militaire très puissant dans la région des Grands Lacs pour imposer des solutions militaires au conflit. Washington considère Paul Kagame comme un excellent stratège militaire autour duquel il a été décidé de promouvoir la stabilité de la région des Grands Lacs. Quand on dit stabilité, vous comprenez, selon les normes américaines. Donc ceux qui n'avaient pas compris le film des événements dans la région des Grands Lacs dans les années 90 et ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi Kagame est adulé dans les grands médias occidentaux et pourquoi aujourd'hui il est présenté comme un grand leader africain, doivent garder à l'esprit une chose. C'est le nègre, non pas de la France, mais de ceux qui aujourd'hui dominent la France, y compris dans ses propres précaires africains. Je parle des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Ils sont en train certes de le lâcher, mais ce sont eux qui l'ont d'abord fabriqué. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on ne comprendra pas pourquoi cet homme, cet assassin de 3 chefs d'État africains, est présenté comme un héros qui aurait arrêté un génocide qu'il a pourtant lui-même orchestré. Je veux finir par rendre hommage à un homme, Aimable Karissira, un Rwandais, un rescapé de génocide, un Tutsi qui a été incarcéré cette semaine par le pouvoir de Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de sa souffrance. Et le cas d'Aimable doit interpeller ceux qui pensent que Kagame a arrêté le génocide au Rwanda. Aimable est un Tutsi et une partie de sa famille a été massacrée par les soldats de Kagame. Et aujourd'hui, on ne veut même pas qu'il parle de ça. Pourquoi? Parce que des gens comme Aimable au Rwanda souffrent en silence. Ceux qui ont massacré leurs parents sont ceux qui se font passer pour les victimes du génocide, sont ceux qui se font passer pour ceux qui ont arrêté ce génocide. C'est cynique, c'est pervers, mais c'est aussi ça la réalité du Rwanda. D'un Rwanda que beaucoup d'Africains, surtout en Afrique de l'Ouest, magnifient sans comprendre nécessairement ce qui s'est passé. Mes pensées vont à Aimable où il est. J'espère en tout cas qu'on ne va pas nous annoncer qu'il s'est suicidé comme on l'a fait avec Kizito Mihigo
un Tutsi assassiné par le régime de Paul Kagame. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi et passez un bon dimanche.